Bonjour à tous, bonjour Xavier. Bonjour à tous, bonjour Alex. Bienvenue à la conférence sur l'artisanat du produit que nous avons la chance de vous faire aujourd'hui ici. Euh, Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est dit ce matin quand Adrien et Sébastien ont parlé du produit, ils ont dû vous raconter que une des meilleures façons, en tout cas d'une des façons les plus efficaces de développer des produits, c'est de le faire en mode agile. Donc l'agilité, en l'occurrence une méthode comme Scrum par exemple, est tout à fait adaptée au développement d'un produit. C'est pas pour rien qu'on a un rôle de product owner, et ça n'évoque rarement que la notion de projet quand on parle de Scrum par exemple, qui est la méthode la plus communément admise ou utilisée aujourd'hui pour les projets en mode agile. Donc très souvent, quand vous avez commencé à faire de l'agilité, vous l'avez fait au niveau des équipes. Vous avez commencé sur un prototype, sur un pilote, à expérimenter cette nouvelle façon de développer des produits ou un produit. Très rapidement, si ça s'est couronné de succès, ce qui arrive heureusement très souvent, vous êtes passé à l'échelle, vous avez commencé à vouloir le faire à plusieurs équipes parce que pour développer votre produit, il va vous falloir peut-être parfois plus qu'une équipe de 7, 8 personnes. Et enfin, si vous êtes encore plus couronné de succès, vous allez peut-être comme Criteo ce matin, avoir une approche globale agile où votre entreprise développe plusieurs lignes de produits ou une grande ligne de produits au sein de l'entreprise et où tout le monde collabore en mode très interactif, le plus possible en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de l'agilité telle qu'on la remarque aujourd'hui. Mais si on regarde un tout petit peu dans les constats que font les personnes lorsqu'elles ont mis en œuvre l'agilité pour développer des produits, ce à quoi elles s'attendaient. Donc ça, c'est les constats tirés de l'Agile Report de Version 1. Version 1, c'est un éditeur de logiciels de suivi de projet agile. Et c'est assez cohérent avec ce qu'on attend de l'agilité. Si vous prenez le premier principe, on souhaite avoir des des produits qui apportent une satisfaction au client avec un très bon niveau de qualité et au bon moment. J'aurais peut-être pas mis exactement dans cet ordre-là, mais globalement, c'est ce qui remonte de cette étude. Si on met en façade maintenant ce qui est constaté comme bénéfice, on va avoir l'adaptation au changement, l'augmentation de la productivité et plus de visibilité sur les projets. Et si on regarde où sont positionnés les critères que je viens de vous montrer avant ce qu'on espérait obtenir, eh bien, on trouve seulement à la 6e et 7e position les deux premiers, et en 11e place la maintenance, par exemple. Donc, pour développer nos produits, on a quand même une petite marge de progression, même plutôt plus que petite. Et aujourd'hui, on aimerait vous poser cette question, enfin, vous faire poser cette question. À votre avis, est-ce que le domaine d'activité dans lequel nous intervenons est une industrie ou un artisanat? En soi, c'est même une métaphore. Notre domaine d'activité est quand même très jeune. Il a une quarantaine d'années d'existence. C'est quand même un domaine assez nouveau. L'industrie ou l'artisanat reflète-t-il notre activité au mieux? C'est tout l'objet de cette présentation aujourd'hui. Développons des produits d'une manière industrielle ou artisanale. Si on prend les définitions, l'industrie, c'est l'ensemble des activités socio-économiques de production de biens en série grâce à la transformation des matières premières en exploitant des sources d'énergie. Donc on a une production de masse en série, parfois automatisée, robotisée. L'artisanat, c'est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel. On n'est pas sur des choses en série. Et l'artisan, il assure en général tous les stades de la transformation du produit ou du service par la réparation, la prestation de services et la commercialisation. À ma gauche, la production de vêtements en série. À ma droite, le tailleur sur mesure. À voir où est-ce que vous avez envie de vous positionner en fonction.
Euh, Comme je l'ai dit, on va utiliser différentes métaphores. Un certain nombre d'entre nous dans la salle, un jour, se sont mariés. Le mariage en lui-même est un beau projet, et le produit, l'union des deux personnes ce jour-là. Et vous avez sûrement parfois fait appel au tailleur que je viens de vous présenter. En lui-même, on a une approche très agile, puisque tout au long de votre préparation de mariage, vous allez avoir différentes étapes, réajuster votre costume, etc. Ou votre robe de mariée. Et donc, je vous propose maintenant, comme le jour du mariage, d'aller faire un tour dans le jardin de Xavier. Pour aller prendre des photos. Et oui. Et quand même bien sympa comme jardin. On aimerait bien avoir la même chose à la maison. Bah oui. On voit bien que clairement il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il a pris le temps de bien faire les choses, d'affiner tous les petits détails du jardin. On voit même qu'il est encore en train de travailler ici. C'est pour ça qu'on a envie d'aller faire des photos. Exactement. Et clairement, c'est quelqu'un qui a pris toute sa passion et tout son cœur dans l'ouvrage de ce qu'il a produit. Il y a d'autres personnes qui font ça, mais ils n'arrivent pas forcément au même résultat. Les deux sont possibles, et les deux personnes ont mis tout leur cœur dans le travail qu'ils ont fait, et tout leur talent. Du coup, on va aller voir l'autre jardin, et on va aller voir Sophie. Sophie, c'est quelqu'un qui travaille dans le premier jardin qu'on a vu, dans toute l'équipe. Elle n'est pas toute seule, hein. Il y a toute une équipe qui travaille là-dessus. Et en fait, si on discute avec elle, on découvre qu'elle a mis les mains dans le cambouis très tôt, et qu'elle a affiné ses talents avec le temps, et elle a travaillé ses talents encore et encore pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc au final, pour avoir un jardin de cette qualité-là, on se rend assez vite compte, si on commence à regarder des domaines comme le jardinage, que pour avoir un produit de qualité, on a besoin d'avoir, pour avoir un produit de qualité, on a besoin qu'il soit entretenu par des talents qui sont affûtés dans le temps. Et on rejoint le domaine du logiciel avec, par exemple, le professeur Brooks, qui est quelqu'un de renommé dans le métier de l'informatique, dans la computer science, qui nous dit que, en fait, les logiciels, on ne les construit pas, ils grandissent, comme les plantes, en fait. Au fur et à mesure, on commence avec une petite graine, et puis ils grandissent, ils poussent, et ils deviennent les produits qui nous intéressent. Mais ça ne se construit pas du jour au lendemain, et surtout, la métaphore avec la construction n'est pas si bonne que ça, en fait. Ça grandit, ça ne se construit pas. Ok. Effectivement, ça nous rappelle un petit principe agile sur l'excellence technique. Il faut effectivement être aiguisé, je reconnais volontiers. Il faut apporter, comme le dit le principe numéro 9, une attention continue à l'excellence technique et à la conception. Ok, tout à l'heure, tu nous as quand même parlé aussi de qualité. Qu'est-ce que la qualité logicielle ? Comment la définit-on en général ? Je vais vous donner les grands basiques sur ce sujet. La première qualité d'un logiciel, c'est sa réponse aux besoins utilisateurs. On crée du logiciel immatériel qui va rendre service à nos utilisateurs. Et on espère bien maximiser cette valeur au cours du temps. C'est exactement l'approche de projet agile pour délivrer un produit qui répond aux besoins de ses utilisateurs. Et on va aller mesurer ces usages. C'est tout l'enjeu du big data aujourd'hui. Aller savoir si l'utilisateur vraiment utilise ce qu'on lui met à disposition. Donc j'espère que dans votre approche qualité, vous introduisez des informations qui viennent aussi de ce que vous êtes capable de récupérer par les outils big data, mais pas que. C'est une des façons de le faire. En tout cas, le socle de la qualité logicielle, c'est au moins de savoir si ce qu'on met à disposition sert. Le deuxième élément, et c'est celui auquel on pense d'habitude en premier, c'est de minimiser les défauts. Faire en sorte que ce qui est produit soit de qualité et qu'on n'ait pas des choses qui ne correspondent pas aux attendus, voire des comportements inattendus. Et l'idée, c'est surtout de les mettre sous contrôle.
À la rigueur, je dis parfois que si vous n'avez pas de bugs sur vos applications, vérifiez si vos développeurs développent. En général, c'est qu'ils ne font pas grand-chose. Et on essaie de mettre ça sous contrôle. Effectivement, il y aura des défauts. Il se peut qu'à un moment, Sophie ait mis une plante qui n'aille pas au bon endroit et qu'elle meure. Bon. Là, en l'occurrence, sur votre qualité logicielle, vous allez observer la manière dont vos défauts apparaissent. La manière, en l'occurrence, c'est une façon de le faire. Hein. Ça, c'est une carte de contrôle schématisée qui est préconisée dans les approches Kanban. Mais pas que. Lean, l'automobile font ce genre de choses. Donc, on va essayer de voir ce qui est sous contrôle, c'est-à-dire dans quel délai acceptable on arrive à corriger ces défauts, et surtout de voir dans quel délai, parfois inacceptable, la correction intervient. Et surtout, à ce moment-là, éventuellement faire des rétrospectives. Et enfin, ça a été aussi un peu évoqué ce matin, et j'en ai entendu parler aussi aujourd'hui en coaching clinique, c'est l'évolutivité. Vous devez essayer de garantir à votre logiciel une capacité d'évolutivité dans le temps. Une capacité à incorporer de nouvelles fonctionnalités sans que ça dérive. Oui, on peut introduire des nouvelles fonctionnalités sans que ça dérive. C'est possible. On aimerait bien justement que le délai moyen de délivrance d'une nouvelle fonctionnalité soit stabilisé. Évidemment, ce n'est pas une droite comme je l'ai schématisé là de manière idéale, mais qu'on arrive tout au long de la vie du projet à introduire des nouvelles fonctionnalités sans que ça devienne explosif en termes de temps de réalisation. Aussi, parfois, il faut savoir dire « Ok, cette fonctionnalité, grâce à la mesure que j'ai pu faire sur le premier critère, ne sert plus » et on l'enlève. Il faut avoir ces approches-là. Du coup, si je comprends bien, une des choses auxquelles il faut porter beaucoup attention pour prendre les qualités, c'est les défauts. Un des moyens de garantir un niveau de qualité acceptable, c'est de travailler sur les défauts. C'est celui auquel on pense le plus souvent. D'accord. Du coup, moi j'ai une solution à te proposer. Ouais. Pour éviter les défauts, on fait plus de tests. Ok, faisons plus de tests. Plus de tests, plus de temps. Parfois, pour des besoins concurrentiels, parce que je suis sous pression, je vais avoir besoin de délivrer plus tôt et peut-être de réduire ma stratégie de test, mes temps de testing. N'est-ce pas ? Oui, effectivement, plus on a de pression, moins on va avoir de tests. Du coup, on risque d'avoir plus de défauts. Ouais, et donc plus de pression ouais. et moins de tests. Ouais. Plus de défauts. Moins de tests. Plus de pression. Ouais. Aïe. L'accident de prod. Mon business est en péril. Comment je vais faire, Xavier ? En fait, dans ce cas-là, si on prend cette métaphore-là, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ? On appelle à l'aide des gens qui savent ce qu'ils font. Et en général, ces gens-là, déjà, ils ont un certain nombre d'années d'expérience dans ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas tout seuls. Ils sont à plusieurs sur le problème à résoudre, et uniquement le problème à résoudre. Il y a un problème au cœur, ils ne sont pas en train de regarder le pied. Et ils prennent leur temps de bien faire les choses pour être sûr que ça va bien se passer après. De soigner le sujet sur lequel on est. Puis, une fois que ce problème-là est résolu, le problème majeur qui met en risque notre business, une fois que ça c'est résolu, on fait de la rééducation. On prend notre produit et on l'améliore petit à petit, on le fait le travailler et on augmente la qualité de notre produit pour que, plus tard, on puisse aller recourir dans les champs avec les autres, avec la concurrence qu'il y a à côté et qu'on ne soit pas derrière en train de se traîner. Et donc du coup, en fait, ce cercle-là, on peut le regarder de deux manières, pour être exact, différentes. La première, c'est celle qu'on a indiquée juste avant. Ouais. Plus on a de pression, moins on a de tests. Plus on a de défauts, plus on a de pression, moins on a de tests. Ou, plus on a de tests, moins on a de défauts, moins on a de pression, plus on a de tests. En fait, c'est soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Et on peut avoir la main là-dessus. Alors, on peut avoir la main à deux endroits. Les défauts, si on pouvait avoir la main, ça se saurait. C'est humain de faire des erreurs. On ne peut pas avoir la main là-dessus, il y aura toujours des défauts. C'est sûr.
Mais ben, on peut agir sur la pression. Mhm. On peut prendre sur soi et éviter de mettre trop la pression. C'est là où on va avoir besoin d'aide, par exemple, d'un Scrum Master qui peut intervenir ou d'un coach agile. Voilà. Toute l'agilité va rentrer là-dedans et est sensible à ça. Proposer des rétrospectives pour prendre le temps d'analyser les raisons qui ont causé un problème majeur. Proposer des alternatives. Et on peut aussi intervenir sur les tests. En invitant les personnes qui produisent à faire plus de tests et à s'assurer de la qualité de ce qu'ils font en augmentant la quantité de tests. Et si on augmente la quantité de tests, on diminue les défauts et donc la pression va suivre derrière. Mais c'est pas instantané. C'est pas parce que j'ai fait 3 tests de plus aujourd'hui que ça se passe mieux au niveau de la pression. Au moment où je vais faire les 3 tests, je vais avoir de la pression. Et c'est une fois que les 3 tests auront payé que la pression va diminuer. Ok. Bon, tout ça, c'est intéressant. Mais bon, médaille d'argent si tu nous sauves sur la table d'opération. Comment on devient médaille d'or? Comment on peut s'inspirer de ce que pratique la médecine, de ce que pratique Sophie? Comment devenir meilleur au quotidien? Ben en fait, si on regarde comment est-ce que tous ces métiers travaillent, et même tous ces arts, par exemple les arts martiaux, on se rend compte qu'ils s'entraînent régulièrement. On va prendre cette image-là, par exemple. Vous voyez qu'ils sont tous regroupés dans une salle dans laquelle ils se sentent en sécurité. Il y a des tapis au sol, ils ont le droit de tomber. Ils ont le droit de chuter, ils ont le droit à l'erreur. Ils partagent entre eux. On a des ceintures noires qui travaillent ensemble et qui apprennent des choses les uns aux autres. On a même ceinture jaune, tout au bout, qui vient apprendre avec les maîtres, ceinture noire, pour s'améliorer et plus tard devenir ceinture noire et puis transmettre son savoir à son tour. Et du coup, ils apprennent beaucoup comme ça. On va prendre une autre métaphore que vous avez tous connue, une histoire que vous avez tous connue. Je pense qu'ici, on a tous appris à faire du vélo un jour. Et quand on apprend à faire du vélo, on sait déjà marcher en général. Et du coup, le but de juste aller plus vite d'un point A à un point B nous intéresse. Mais on pourrait ne pas apprendre à faire du vélo et être capable d'y aller quand même. Pourtant, on a envie d'apprendre le vélo, ça nous attire, on a envie d'aller plus vite, on a envie de faire mieux. Et du coup, on en parle à nos parents, et puis un beau jour, un Noël, on récupère notre super vélo. Évidemment, c'est le cadeau des parents, donc on a le casque qui va avec. Et on se lance. On va faire un petit peu de vélo. Et on chute. Et souvent, on se fait mal. On se fait mal, mais il y a quelqu'un qui est derrière, qui vient nous récupérer, qui éventuellement sécurise encore plus en rajoutant des petites roulettes. Comme ça, on est sûr qu'on ne tombera pas, ou presque. Même en étant sécurisé, on peut chuter. Et parfois, on a une petite baisse de morale, un petit peu déçu. Mais il y a quelque chose qui est très important que les enfants ont et qu'il ne faut surtout pas perdre, c'est que c'est des warriors. Et ils y retournent. Ils recommencent jusqu'à ce qu'ils sachent le faire. Ok, Xavier. Tu nous fais le coup des warrior codeurs, mais des warrior codeurs, on n'en a pas 300. Donc, nous, côté Agilis, ce qu'on cherche aussi parfois à identifier, c'est le bus factor, c'est-à-dire d'avoir les héros du code qui viennent nous sauver chaque fois qu'on a un problème. Et sauf qu'un jour, les warriors du code, soit ils entendent les sirènes de la concurrence, ils vont voir ailleurs, donc on va voir un président, soit ils décident de monter leur propre entreprise, etc. Donc voilà, c'est quand même assez... L'excellence technique est une chose, le fait de la cultiver aussi, et le fait de développer des compétences, une autre. Tu disais que tout à l'heure, les experts étaient à plusieurs à chaque fois qui devaient intervenir. Et donc c'est assez intéressant d'aller regarder ce qu'a fait Google cette année ou l'année dernière. Parce que tout le monde a entendu parler du projet Aristote de Google. Non ? Aristote, c'est un projet que Google a lancé pour aller auditer une centaine de ses projets parmi ceux qui avaient le plus de succès. Enfin, ce n'est pas des projets, c'est des équipes, pardon. Donc ils sont allés voir les équipes les plus performantes
dans leur entreprise. Tout le monde sait que Google a des critères de recrutement assez élevés. Tout le monde ne peut pas rentrer chez Google, mais bon, une fois qu'on y est, ils ont été voir, il y a des équipes qui sont plus efficientes, plus performantes que d'autres. Et sur cette centaine d'équipes, qu'est-ce qui a été identifié comme la base ou un facteur qu'on retrouve dans les équipes les plus performantes? C'est la sécurité psychologique dont parlait tout à l'heure un petit peu Xavier, dans le fait qu'on puisse chuter dans notre dojo. C'est-à-dire que je suis capable de prendre des risques interpersonnels au sein de l'équipe qui seront acceptés par les autres. Je prends le risque de me tromper et de ne pas être forcément jugé par mes pairs. C'est ça qui est un facteur commun des équipes les plus performantes de Google. On retrouve ensuite une notion de fiabilité. On sait qu'on peut compter sur les autres. On peut faire des erreurs. Et en plus, on peut compter sur les autres. Et enfin, la structure et la clarté de ce sur quoi on travaille est établie. Donc voilà, grande sécurité psychologique. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une équipe de ninja. Okay. Par exemple, pour appuyer ça, on va utiliser ce qu'on appelle le cône de motivation. Je vous l'accorde, c'est un cône avec une drôle de tête. Mais on va dire que c'est un cône. On a l'expertise en abscisse de la personne et la complexité de la tâche qu'on lui donne. Simple. Une personne est motivée si la complexité de la tâche est en adéquation avec son niveau d'expertise. Logique. Maintenant, dans un produit à réaliser, il y a des tâches de toutes sortes, de tout niveau de complexité. Et si on prend, par exemple, une équipe avec que des juniors, donc peu de niveau d'expertise, quand on va leur donner une tâche qui est trop complexe, il va falloir qu'ils tirent la complexité de la tâche vers le bas pour rentrer dans leur cône de motivation. Sinon, ils vont juste faire un burn-out et rien faire. Du coup. Donc, ils vont le tirer vers le bas. Comment est-ce qu'ils le tirent vers le bas ? C'est pas forcément intentionnel. C'est souvent pas du tout intentionnel. Mais globalement, ça va être introduction de bugs qui nous paraissent pourtant évidents, mais pour eux, ça ne l'était pas. Ou simplification de la tâche à réaliser. Et au lieu d'avoir un CMS complet, on a une page HTML, par exemple. Mais si on prend l'autre extrême, c'est pas mieux. C'est-à-dire que si on donne quelque chose de trop simple à un expert, pour se motiver et le faire, il va complexifier la tâche. Et du coup, au lieu d'avoir une page HTML dont on a besoin, on se retrouve avec un CMS. Et du coup, coût de maintenance, complexité pour rentrer dans le code, compréhension, etc. Par contre, si on a les deux personnes en même temps, on a tout un panel et on va arriver à faire toutes les tâches correctement. Dans le cône de motivation. Dans le cône de motivation. Et ça fait beaucoup penser au compagnonnage. Quelqu'un d'expert qui travaille avec quelqu'un de junior pour lui apprendre le métier. Et c'est d'autant plus vrai dans l'informatique quand on regarde le nombre d'années d'expérience, des personnes qui développent. Alors, les chiffres sortent de Stack Overflow, vous en avez sûrement entendu parler. Ils font des études tous les ans pour avoir une idée de la moyenne d'âge des développeurs, le nombre d'années d'expérience, etc. Résultat de cette année, 2017, 50% des développeurs ont moins de 5 ans d'expérience. Moins de 5 ans d'expérience sur une carrière complète de développeur, c'est plutôt dans la tranche junior. Ça va jusqu'à 20 ans pour savoir dans l'étude. Okay, ouais. Et donc du coup, l'idée qu'on vient de présenter juste avant de faire du compagnonnage colle vachement bien. Avec quelqu'un de plus expérimenté et quelqu'un de moins expérimenté qui vont travailler ensemble pour produire quelque chose correctement. Ok. Donc, nous, dans notre démarche, on cherche à satisfaire nos utilisateurs. Nous ne l'avons pas fait au début, comme ça se fait souvent dans les présentations, mais c'est maintenant que nous allons nous présenter.
Je m'appelle Alexandre Billon, je suis coach agile, mais je n'ai pas toujours été coach agile. Avant ça, j'étais programmeur, spécialiste du déploiement des plateformes d'intégration continue. Et je suis majeur au niveau de mon expérience professionnelle. J'ai plus de 18 ans d'expérience. Je vais vous parler d'un retour d'expérience. Tout à l'heure, à midi, vous aviez Joël Péguret qui était à la table ronde. J'ai eu la chance de travailler au sein de ces équipes pour travailler sur la refonte du site commercial Bouygues Immobilier. Donc c'est un petit peu pour concrétiser ce qu'on vous a raconté tout à l'heure. Avant la refonte, sur ce site en particulier, un composant d'autocomplétion permettait de chercher soit une zone géographique, soit une adresse pour trouver un nouveau logement dans le neuf. Les temps de réponse étaient très mauvais. Il leur a fallu 4 mois de recettes sur la version précédente, dans un forfait classique dur, avec des équipes pas colocalisées, etc. Donc satisfaction interne faible, satisfaction utilisateur faible, fréquentation moins bonne sur le site. A été décidé de travailler d'une nouvelle manière, en mode colocalisé, avec une plateforme d'intégration continue, c'est-à-dire quelque chose qui permet de continuellement délivrer, tester un logiciel, automatiquement si possible, d'abord sur des plateformes d'intégration, puis sur des plateformes de production. Cette approche aussi a été faite en full testing, c'est-à-dire qu'on a défini les spécifications par l'exemple. Le product owner est venu auprès de l'équipe dire voilà, par rapport à notre vécu, j'ai tous ces exemples de cas nominaux que j'aimerais que vous intégriez et que vous mettiez, s'il vous plaît, en test automatisé, si possible. Les cas aux limites, certains automatisés, pas d'autres, de manière à obtenir une satisfaction utilisateur lorsqu'il utilise son composant sur le site. Le niveau de qualité a forcément cru. Pendant le développement continuellement de la refonte, évidemment, il y a eu d'autres développements. Certains ont pu impacter et ont été détectés par ce biais. Détection au plus tôt d'un bug qui aurait pu apparaître au plus tard à la livraison. Augmentation d'un des facteurs de qualité. Moins de pression sur l'équipe aussi, qui en 9 mois a réussi à réaliser le développement complet de la refonte du site sur les fonctionnalités clés qu'on voulait conserver et des nouvelles. Time to market. Approche DevOps, puisqu'on a changé en même temps de prestataire. Donc tout ce qu'on vient de vous raconter, ça permet de faire ça et de satisfaire aux critères dont je parlais tout au début, dans l'optique de donner des produits de qualité à vos utilisateurs. Et moi, je m'appelle Xavier Detemps. Je suis coach technique au sein de SOAT et je vais vous donner aussi une expérience que j'ai eue dans un grand groupe de la publicité qui avait pour habitude de prévoir un budget N pour produire quelque chose et jusqu'à 2N pour le maintenir, au vu des bugs dont ils ont l'habitude, etc. Au final, au niveau de la satisfaction utilisateur, juste pour vous donner une idée de ce qu'on a réussi à atteindre, les utilisateurs n'ont pas attendu que ça arrive en prod. Ils ont commencé à utiliser l'application directement sur le serveur d'intégration pour commencer à l'utiliser tellement ils étaient contents des démos qu'on faisait suite aux itérations. Ils avaient suffisamment confiance dans la qualité de ce qu'on faisait pour savoir que même l'intégration était suffisamment stable pour qu'eux puissent l'utiliser. Donc si on parle TTM, pour être totalement honnête, on a été en retard. D'une semaine sur 6 mois. Donc on a été en retard. Mais si on parle purement TTM, en fait, ils ont commencé à l'utiliser dès le premier mois. Dès le premier mois, ils ont commencé à utiliser l'application. Ça aurait été en prod, ils l'auraient utilisé. Et ce projet-là, on l'a fait à deux. On l'a fait à deux sous un petit peu la forme du compagnonnage dont on a parlé juste avant. C'était donc moi et quelqu'un qui sortait d'école, qui était en stage, pour être exact, qui est venu travailler avec moi. Et au final, on a pris le temps, comme on l'a vu, de faire des petits dojos et de s'entraîner régulièrement pour affûter ses pratiques, développer ses talents, pour aiguiser sa passion, un peu sous la forme de l'artisanat, comme on l'a vu avec Sophie tout au départ. On a fait le compagnonnage jusqu'à l'amener au talent, l'affûtage de ses talents, comme avec Sophie.
Donc au final, ça ressemble beaucoup à de l'artisanat, ce qu'on est en train de dire. Si on traduit artisanat logiciel en anglais, c'est ce qu'on appelle le software craftsmanship. C'est un mouvement qui a débuté en 2011 à peu près, qui s'appuie très fortement sur l'agilité, qui est en fait une continuité de l'agilité. Et au final, on pense vraiment que le software craftsmanship va vous permettre de tenir les promesses de l'agilité qu'on a vues au départ, à savoir qualité, satisfaction client et time to market. Les coachs agiles vont venir vous accompagner dans la mise en œuvre des méthodes. Les coachs craft vont vous permettre de mettre en œuvre les approches techniques qui vont permettre à l'agilité de tenir ses promesses en termes de qualité, satisfaction, time to market, dont je parlais au début. Voilà. Des expériences comme ça, on en a d'autres. C'était pas forcément l'objet de faire un Rex de toutes celles que Xavier et moi on a pu avoir. L'un et l'autre travaillons dans le domaine depuis quand même quelques années. Les toutes premières pour moi remontent à 2007-2008. Voilà. Pour toi, je pense que c'est presque pareil.